bienvenue sur le Love Show, une nouvelle émission assez inédite. On va en faire 3 sur ce thème-là avec Jenny qui m'accompagne aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a un thème qui est très particulier. On n'a jamais développé ce thème encore sur l'émission du Love Show. C'est sur le TDAH. On va le découper en 3 émissions pour que ce soit clair pour vous. On pourrait même faire une 4e, une 5e émission. On a encore plein de sous-thèmes à vous parler, à échanger avec vous. Et n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, évidemment, que vous nous écoutez sur YouTube, Twitch, Insta. Bienvenue, en tout cas, en replay avec nous. Jenny, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter à nous? Voilà, tout simplement. Bonjour, on a combien de temps pour que je sache combien de temps je me prépare? Autant de temps que tu veux. Alors, moi, enchantée à toutes et à tous. Je m'appelle Jennifer Diemler. Je suis coach spécialisée dans le TDAH et j'ai plusieurs casquettes, à la fois coach, mais j'ai aussi les outils d'hypnose. Donc, je suis hypnothérapeute et je suis formatrice dans le métier du coaching, dans le métier de l'hypnose, et j'utilise aussi les outils de la PNL que je forme aussi. Et je donne des formations autour du TDAH. Donc, j'accompagne à la fois en cabinet, là vous êtes dans mon espace, à l'individuel, et puis des groupes en formation, en visio et autres. Et puis voilà, ça fait une dizaine d'années que je fais ça, mais pour le TDAH, je me suis spécialisée là-dedans depuis 2023. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans. Good. Merci à toi. Et puis, on pourra spécifier un petit peu par rapport au TDAH. Aujourd'hui, le thème particulier qu'on va voir ensemble, parce je vous ai dit, on a 3 thèmes ensemble, c'est s'interroger un petit peu. Donc, si vous êtes en couple, si vous avez été en couple et que vous êtes interrogé là-dessus par rapport à votre partenaire, c'est si ton ou ta partenaire avait un TDAH sans le savoir, comment procéder. On ne va pas faire de diagnostic un peu à la sauvage, entre guillemets, il y a des spécialistes pour ça, mais c'est peut-être vous avez des doutes, vous avez des questionnements, ou vous savez que votre partenaire a un TDAH, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous faire tilt, en tout cas. C'est ça, hein. Tu peux nous expliquer un petit peu, déjà TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, le TDAH, déjà, c'est un acronyme pour dire trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça appartient au TND, c'est les troubles du neurodéveloppement qu'on peut retrouver sur, par exemple, l'autisme, le TSA. C'est quelque chose qui est de naissance. Et c'est un peu comme sur un spectre. Donc, il y a, au niveau du pourcentage de la population, c'est à peu près entre 5 et 6% des enfants et à peu près 3% des adultes. Certaines personnes vont inhiber les symptômes, d'autres vont pas réussir à les inhiber. Et bien que c'est de naissance, ça peut être diagnostiqué beaucoup plus tardivement. Certains, on le découvre quand ils sont enfants, d'autres ados, et d'autres quand ils sont adultes. Et nous, ce qui peut peut-être vous intéresser, c'est si vous découvrez adulte ce trouble, que vous avez potentiellement compensé toute votre vie, c'est comment conscientiser, en quoi ça consiste. Et c'est pas nouveau, même si on en parle beaucoup, c'est devenu un peu un phénomène d'actualité. Certains disent un phénomène de mode. Je pars du principe qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Maintenant, c'est un trouble qui existe, les premières fois, c'est ressorti dans les écrits à peu près en 1775. Donc il y a des écrits qui parlent, c'est un médecin allemand qui parle, c'est Melchior Adam Weikart, je lis mes notes pour ça, mais qui commençait déjà à décrire des patients qui présentaient de l'inattention s'accompagnant d'hyperactivité. Donc les 3 symptômes principaux, et attention parce que si vous n'avez pas un diagnostic de TDAH, il se peut que vous vous reconnaissiez dans ces symptômes, mais ce qui va faire le diagnostic, c'est pas le symptôme en lui-même, c'est la fréquence du symptôme, depuis combien de temps il est là, l'intensité du symptôme. Et donc, il y en a 3 principaux. C'est un déficit au niveau de l'attention. Et le mot déficit n'est pas bon parce que c'est pas un manque d'attention, c'est un fonctionnement dans l'attention qui est différent. Au niveau de l'impulsivité, du comportement, de l'attitude, et au niveau de l'hyperactivité. Donc, c'est les 3 familles. Et toute personne avec un TDAH ne présente pas les 3 familles. On a des TDA,
troubles du déficit de l'attention et que l'attention. C'est un peu plus souvent les filles qui vont avoir ce diagnostic, ce qui est à discuter. Et on a le TDAH, donc avec un H, et là, ça combine l'impulsivité et l'hyperactivité. Donc, ça a une tendance à être plus vu, finalement. Voilà, toute la partie attentionnelle, c'est plus des choses que la personne va vivre à l'intérieur d'elle-même et qui vont forcément se voir de l'extérieur, mais c'est plus discret. Quelqu'un qui n'est pas attentif, c'est quelqu'un qui, en apparence, qui est dans la lune. Mais par contre, quelqu'un qui saute partout, qui a du mal à s'asseoir, qui joue avec son stylo à tout bout de champ, ça se voit plus et puis ça dérange plus. Ça dérange. D'où le fait que les garçons sont plus rapidement diagnostiqués que les filles parce qu'ils dérangent plus, alors que les filles, même si les choses changent, dans le côté à l'ancienne, c'est que les filles soient discrètes, te fait pas remarquer. Donc les filles apprennent très très tôt à inhiber leurs symptômes, en fait, même s'il y a de l'hyperactivité. Mais de manière générale, le mot TDAH, il n'est pas bon pour représenter ce trouble, mais c'est un trouble de la régulation globale au niveau émotion, comportement, attention, cognition, utilisation de toute sa réflexion pour planifier, organiser. Ça intervient dans beaucoup de domaines. Je ne sais pas à combien je décris chacun des niveaux attention, hyperactivité, impulsivité ou pas. Parce qu'on sache un petit peu ce qu'on parle, parce que vu qu'on en parle un petit peu à la sauvette comme ça, non, on va décrire, c'est important. Ouais. Et j'en profite, je rebondis sur à la sauvette parce que ni toi ni moi ne sommes médecins. Donc moi, j'ai fait un DIU sur le TDAH pour me spécialiser là-dedans, mais je vais vous en parler sous l'angle d'une coach. Donc même si je peux utiliser certains termes qui parfois sont attribués à la médecine, je ne suis pas médecin, je suis madame tout le monde qui s'est intéressé à un sujet et qui en parle avec toute la lucidité du fait que je connais des choses, mais voilà, vérifier les informations que je donne, je peux être soumise à dire des erreurs ou des mauvais chiffres. Mais bon, voilà, même si on est formé, on n'est jamais formé à fond. Et encore une fois, je ne suis pas médecin. Donc, je vais vous en parler sous l'angle d'une coach qui accompagne des personnes, adultes, ados, parfois enfants, mais c'est moins mon truc, et les familles. Voilà pour le petit cadre. Ouais, alors moi, je vais rajouter, parce que c'est intéressant ce que tu dis, je vais rajouter que de mon côté également, je rencontre des personnes qui vivent le TDAH. Un TDAH, vas-y, rebondis, je sais ce que tu vas dire. Elle parle le TDAH comme si on avait une maladie contagieuse. Non, c'est une personne qui a ce trouble du neurodéveloppement. Certains le mettent au niveau de l'identité et disent « je suis TDAH ». D'autres le mettent au niveau du « voilà, j'ai été diagnostiquée TDAH ». Et donc, ce n'est pas une maladie, c'est un fonctionnement qui est différent. Donc, un TDAH. Un TDAH. Et puis, pour ma part, donc, j'accompagne des couples, je suis thérapeute, je ne suis pas du tout médecin non plus. Et j'ai décidé de faire un diagnostic TDAH pour moi. Et donc, ça va se faire plutôt cet automne, parce que le temps d'avoir des rendez-vous avec des spécialistes et notamment des médecins. Voilà, ça va se faire, on verra bien. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de marqueurs, donc c'est pour ça que des fois, on rit avec Jenny, parce qu'on parle un peu de nos anecdotes personnelles, forcément, qui peuvent illustrer tout cela. Voilà. Donc, pour ma part, moi, j'ai été diagnostiquée TDAH avec un TDAH en 2023, donc il y a un peu plus de 3 ans, ce qui a déclenché toutes les formations que j'ai fait là-dedans. Donc voilà, donc je vais en parler autant sous l'angle de la professionnelle qui rencontre des personnes avec un TDAH, comme sous l'aspect personnel, ce qui m'arrive dans le quotidien. Mais à savoir que vous mettez 10 personnes dans la pièce qui ont un TDAH, il n'y en a pas une seule qui va présenter les mêmes symptômes, de la même intensité et de la même manière. Donc, à prendre avec énormément de pincettes. Mais si on prend le cas très théorique, il y a ces 3 aspects, attention, impulsivité et hyperactivité. Sur le champ attentionnel, comment est-ce que ça se traduit au niveau des symptômes ? C'est typiquement cette métaphore d'avoir la tête dans la lune. Donc, il va y avoir de la distractibilité. Soit la personne, elle va être distraite parce que quelque chose va attirer son attention. Donc, pour ma part, moi, je ferme les rideaux parce que si j'ai les rideaux qui sont ouverts, je suis attirée par ce qui se passe dehors. Non, mais tout à l'heure, typiquement, les poules. Voilà. Tu parlais, il y avait les poules qui... Toi, ça fait partie de ton environnement familier, on est chez toi, on est chez elle. Mais moi, j'ai mis un moment à me dire, OK, les poules, OK, j'écoute Jenny. Tu vois ? C'est la difficulté, en fait, à filtrer les sons entre le cerveau. Il va décider, en fait, OK, ce son, je l'entends, mais je ne l'écoute pas.
Et avec un TDAH, ce filtre-là fonctionne différemment. C'est que j'entends et j'écoute tout à la même intensité. Donc, ça veut dire que je vais écouter, mais on peut aller jusque dans le bruit que va faire l'ampoule qui scintille. Je vais l'écouter avec la même attention, le même intérêt, la même curiosité que les secrets de famille ou que des gossips ou autres. Et donc ça, on a l'impression que la personne, elle est distraite, mais c'est simplement qu'elle est saturée sensoriellement. Et du coup, le cerveau, en fait, il n'arrive plus à filtrer ce qui est important et il peut filtrer plusieurs choses en même temps. L'autre aspect au niveau de l'attention, en fait, c'est que on a, je ne sais pas, quand vous utilisez Internet, en fait, vous ouvrez des onglets. Et arrivé à un certain moment, en fait, si vous avez tous vos onglets ouverts, vous ne retrouvez plus où est l'info. Potentiellement, ça peut faire ralentir la mémoire vive de l'ordinateur si vous avez un vieil ordi où il y a plein de logiciels ouverts. Et puis, tu es saturé. Tu es saturé. Ça ralentit, ça chauffe. Eh bien, avec un TDAH, sur le champ attentionnel, on peut avoir la mémoire de travail qui est vite saturée. Donc, c'est la capacité à traiter plusieurs informations en même temps. Eh bien, avec un TDAH, c'est un peu comme si toutes les 10 secondes, alors c'est pas véritablement toutes les 10 secondes, mais au bout d'un moment, c'est comme si tu avais fait le tour du bocal et tu sais plus ce qui se passait, tu sais plus ce que tu étais en train de penser, ce que la personne était en train de dire. Et même si j'étais en train de regarder l'autre, il y a un switch qui s'est fait. Comme un narcoleptique qui s'est endormi d'un coup et qui reprend conscience, mais qui dit « mais j'ai dormi ». Et ça arrive de manière aléatoire, plus important sur certains environnements, moins important dans d'autres. Donc l'environnement joue énormément et influence énormément sur les symptômes. Donc la mémoire de travail peut être saturée, difficulté à filtrer les informations sensorielles, donc les sons, les odeurs, les images, et puis difficulté à ordonner les informations dans sa tête. Donc quand on donne des instructions, à prioriser les tâches, et quand on nous dit voilà, est-ce que tu peux aller faire les courses, mais attends, avant, est-ce que tu peux aller me chercher un colis, et j'en profite quand tu passes par la voiture, est-ce que tu peux me remonter le pack d'eau qui est dans le coffre, en fait. Et là, on a donné 3 informations, mais du coup, là, la personne, elle va se dire attends, qu'est-ce que je dois faire? Attention, la mémoire de travail, dans 3, 2, 1, paf, une information s'est effacée. Mince, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Dans quelle ordre je fais les choses? Je prends d'abord les bouteilles, non? Ah, deuxième information est effacée. Donc, c'est un handicap, en fait. Suivant l'intensité des symptômes, ça devient un handicap qui est reconnu. D'autres personnes vont présenter certains symptômes, mais à une intensité qui est plus faible, et donc il n'y aura peut-être pas de diagnostic. Et d'autres ont certains symptômes encore plus faibles, vont se reconnaître, mais en même temps, ce n'est pas une souffrance pour eux, en fait. Donc ça, c'est le champ attentionnel. Ouais. Ensuite, il y a le champ de l'impulsivité. Et là, c'est la difficulté, en fait, à inhiber quelque chose. Donc, inhiber soit un comportement, inhiber une pensée. Donc, on va avoir, en fait, du mal à s'empêcher de dire des choses. Donc, je vois que tu as des idées. Il n'y a pas de filtre. Donc, ça peut vite poser un problème, notamment voilà, dans la vie de couple, quand on te demande des choses où là, est-ce que tu as vraiment envie de savoir? Parce que quand je vais le dire, je ne vais pas être en mesure de pouvoir filtrer, canaliser ou autre. Donc voilà, difficulté à s'empêcher de dire, difficulté à s'empêcher de faire. Donc il y a un comportement qui peut être souvent en comorbidité relié à des addictions, qui vient toucher la dopamine. Difficulté à s'organiser, difficulté à planifier les choses, difficulté à tolérer la frustration, en fait. Donc, tout le monde a un seuil de frustration et de tolérance. Avec un TDAH, en fait, c'est vous multipliez par 10 ou par 100, suivant la sensibilité de la personne, un élément frustré, en fait. Un élément frustrant, on va mettre plus de temps à s'en remettre, ça va être vécu plus intensément. Et comme c'est invisible, c'est comme un double handicap, parce que nous, on le vit à l'intérieur, et l'autre va dire oui, mais moi aussi, je suis frustrée. Ouais, mais est-ce que c'est aussi lourd que ce que là, moi, je suis en train de ressentir, pour des petites choses, parfois des broutilles, en fait. Donc ça, c'est le facteur impulsif. Et la troisième catégorie, donc l'hyperactivité. Impulsif et hyperactivité, du coup, c'est pas tout le monde qui a ce diagnostic. Il y a TDA, TDAH, et puis il y a ceux qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils ont la totale. Moi, j'ai la totale. Et presque une sorte de fierté, mais c'est pas une fierté.
Reconnaissance. Bah, on essaye de faire d'une force quelque chose. Moi, c'est mon prisme, en fait, c'est que j'essaye de me dire, tu nais avec ce que tu as, et c'est comment transformer, en fait, ce qui est une difficulté, un handicap, un challenge, comment le transformer comme une force. Comme un poisson, oui, tu le mets devant un arbre, bah, le poisson, il peut pas grimper, dans l'arbre, mais tu le mets dans un autre environnement et ben, il a des forces. Ce qui est considéré comme une faille dans un environnement sera une force dans une autre. Donc j'essaie de voir le TDAH comme ça, en fait. Dans un environnement, ça devient, une faille et dans un autre, avec les bonnes configurations, ça devient une force et c'est ça que je fais en accompagnant les personnes, en fait, à les brancher à leurs forces. Mais voilà. Pour éviter les digressions, revenons sur l'hyperactivité. Attends, faut que je rebondisse quand même là-dessus. Je me permets. Il y a quelques années, donc j'étais travailleuse sociale dans une association et on parlait beaucoup du patient expert, qui est un mouvement qui arrive ici en France, en Europe, mais qui est là depuis des années, une trentaine d'années en Amérique du Nord. Et c'est tout le mouvement de l'empowerment, cette capacité d'agir, parce que en fait, je deviens expert de ma maladie, mon handicap, mon diagnostic, peu importe lequel, j'ai envie de dire. Et c'est intéressant parce que, vu que ce sont en plus des nouveaux, entre guillemets, même si tu as dit hein, que ça datait du 19e siècle, 18e siècle, oui, c'est vrai, 18e siècle. Et c'est nouveau et c'est pas nouveau, et en même temps, on ne connaît pas grand-chose encore, et c'est important d'aller chercher un petit peu. Ça demande beaucoup de curiosité hein, de votre part. C'est souvent aussi un des points positifs de la personne qui développe du TDAH, et cette curiosité, cette envie d'apprendre. Donc, d'être hyper focus parfois, même d'ailleurs, sur ça. Ouais, c'est une soif infinie d'apprendre, de découvrir, de vouloir toujours plus, mais c'est lié aussi à la dysrégulation au niveau de la dopamine. C'est que, bah, il y a, la dopamine est libérée en moins grande quantité, moins longtemps, donc on est plus vite frustré, moins satisfait des petites choses du quotidien, moins motivé à faire les choses, plus de difficultés à se mettre en action. Mais voilà, donc si on reparle de l'hyperactivité, bah là, c'est la difficulté, en fait. Alors, il y a l'hyperactivité physique qui va plus se traduire chez les hommes, chez les garçons et qui va plus s'observer. Chez les femmes et aussi chez les hommes, mais il y a cette hyperactivité mentale. Et là, pour le coup, bah, ça Vous vous tombe rappelez de cette charge mentale, là, tout le temps, là? tout le temps, 24 heures sur 24. Et ça ne se voit pas. Donc, on a le personnage, voilà, l'enfant, la tête dans la lune, dans les étoiles, et en fait, dans la tête, ça tourne comme un moteur de Formule 1 qui est en train de faire qui est en pleine course, mais ça fait ça la nuit, en fait. C'est épuisant. Et en fait, c'est pas qu'on entend des voix, mais c'est que nos pensées prennent une telle place qu'elles deviennent, et comme on n'arrive pas à filtrer les informations sonores notamment, eh bien la petite voix intérieure qui dit voilà ta liste de courses que tu dois faire, qui chante, d'accord, quand on a une musique dans la tête et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, eh ben nous ça fait ça, mais ça peut faire ça toute la nuit. C'est-à-dire que toute la nuit, je peux avoir une musique dans la tête qui ne part pas. Et même pendant le sommeil, ou qui est en train de... Voilà. Donc, c'est la difficulté à canaliser le flux de pensée. Il y a des pensées qui vont très vite, donc c'est pour ça qu'on a tendance à parler plus vite. On va reconnaître dans le débit de la voix. Il y a des études qui sont en train d'être faites sur le débit de la voix de la personne qui pourraient peut-être identifier certains marqueurs de l'hyperactivité. Et il y a cette difficulté, en fait, à transformer cette quantité d'idées en action. Il y a comme une opposition entre un ingénieux fou dans notre tête qui repense à plein d'idées, qui est un créateur, qui est un créatif, qui est chef de start-up et qui a inventé 1000 choses depuis ce matin. Et inversement, en apparence, il y a quelqu'un de tout calme qui n'arrive pas à se mettre en action, qui n'arrive pas à se lever, qui n'arrive pas à aboutir ses projets. Ou inversement, quelqu'un qui bouge tout le temps, mais qui n'arrive pas à s'arrêter. Donc l'hyperactivité, elle est dans les deux sens. Elle peut être ne pas réussir à calmer ses pensées et ne pas réussir à calmer son corps et être à 23 heures à encore gérer des choses qui n'ont pas besoin d'être faites maintenant, mais que c'est que maintenant que le corps il s'est activé, on ne peut plus l'arrêter. Donc on a du mal à le déclencher et on a du mal à l'arrêter. Voilà un petit peu sur l'hyperactivité. Donc attention, impulsivité, hyperactivité, avec du coup des profils de personnes qui vont être plus inattentifs, d'autres qui vont être plus hyperactifs et impulsifs, et d'autres qui vont être le mixte, en fait. Je ne connais plus exactement les pourcentages, mais voilà un petit peu les 3 familles dans lesquelles on peut se retrouver s'il y a un diagnostic ou un diagnostic en cours. Et il y a toujours cette idée de peut-être renommer ce trouble, parce que c'est pas qu'une histoire d'attention, c'est pas une histoire de déficit,
c'est plus un trouble de la régulation globale au niveau comportement, cognition, donc la manière dont je réfléchis, émotionnel, parce qu'on en parle moins, mais il y a vraiment toute une dysrégulation émotionnelle, on pourra en parler pour les couples. Et au niveau de l'environnement, le facteur environnemental va faire exploser, voire décupler certains symptômes, notamment quand la famille s'agrandit, notamment quand on se met en couple alors qu'on a vécu longtemps seul. L'environnement peut d'un seul coup déclencher tous ces symptômes. Voilà ce que je peux un petit peu raconter sur ce trouble. C'est déjà bien, j'espère que vous suivez toujours et on a hâte de voir si vous avez des commentaires d'ailleurs. N'hésitez pas à nous mettre, même si cette émission est enregistrée, on pourra répondre dans les commentaires, n'hésitez pas. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on va parler encore? Ce dont on va parler, on peut peut-être passer à ce que ça fait dans le couple directement, en fait. Ouais, parce que là, on a parlé du trouble de manière générale, mais toi et ta spécialité du couple. Moi, ce que je vois, ce qui émerge, c'est souvent, ça va émerger dans une dispute. Il y a un conflit, et tout d'un coup, parce qu'avec tout ce qu'on regarde aussi, vous savez, les reels sur Insta, ou les shorts sur YouTube, ou peut-être un bouquin, ou une émission qu'on a entendue, on se dit, mais attends, il y a un truc, hein. Mais c'est sûr, tu dois avoir un TDAH, mais c'est à cause de ça que tu réagis comme ça. Et vu qu'on n'a pas été forcément diagnostiqué, on ne sait pas, donc c'est un peu dévoyé. Et on voit bien que c'est un peu compliqué. Tu as parlé des émotions tout à l'heure, il y a l'histoire de l'empathie. On dit souvent que la personne qui a un TDAH a moins d'empathie. En tout cas, elle est moins vue dans son empathie par l'autre personne. C'est pas qu'elle est égoïste, c'est pas elle n'a pas d'empathie, mais il se passe plein de choses en fait. Hein. C'est ça, hein, Jenny? Ouais. En fait, une personne qui présente un TDAH, diagnostiqué ou pas, parfois il y a une sorte d'aimant, de vibration, et on va être attiré par une personne qui a un TND, un trouble du neurodéveloppement autre. Donc il peut y avoir dans certains couples, en fait, sans que vous le sachiez, vous êtes tous les deux avec ces marqueurs du TDAH, mais il y en a un qui va les avoir de manière plus intense et qui potentiellement serait diagnostiqué, l'autre pas. Mais aussi, on va avoir des cas de figure où dans le couple, il y en a un qui présente un TDAH, même chose, potentiellement pas diagnostiqué, et un autre qui ne présente pas les symptômes. Et l'idée, c'est qu'on ait un petit peu exploré tout ce qui peut se passer. Mais l'impact, c'est que une personne qui a un TDAH, elle a besoin de nouveautés, et en même temps, elle a énormément besoin de routine. Donc, c'est toute cette ambivalence d'avoir envie de nouveauté, et cette nouveauté va faire que dès qu'on s'ennuie, on va chercher à avoir un peu d'adrénaline, on va chercher à avoir un peu de sensation, et malheureusement, ça peut faire qu'on peut avoir tendance à chercher un peu la merde. Tiens, qu'est-ce qui va pas, que je vais pouvoir aller réveiller un peu, titiller, parce qu'au moins, quand il y a un problème, c'est vivant et ça me donne quelque chose à résoudre. Et comme le moteur, il tourne tout le temps, en fait, s'il tourne tout le temps, mais sans avoir rien à gérer, c'est comme dans un garage, une voiture qui est un moteur tournant, mais qui s'empoisonne elle-même. Donc là, le moteur, il a besoin de tourner, et il tourne en aimant résoudre des choses. Donc, tiens, il est 23h, c'est l'heure de se coucher. Et si on avait cette fameuse discussion? Et si on discutait de ce fameux truc? C'est maintenant, c'est tout de suite, parce que impulsivité, et je peux pas attendre, c'est maintenant tout de suite qu'il faut en discuter. Et l'autre, avec ou sans TDAH, si c'est pas son moment, non. Ça vient toucher du coup la dysrégulation émotionnelle. Donc tu me dis non pour discuter maintenant. Du coup, moi, je vais le vivre comme si tu reniais toute ma personne. Et donc, en fait, c'est pas non pour discuter, c'est non à je ne t'aime plus, c'est fini entre nous. Comme on monte très vite, mais qu'on peut potentiellement mettre longtemps à redescendre, ça veut dire que toute la nuit, ça va tourner, toute la journée. Et potentiellement pendant plusieurs jours, l'autre, il en aura peut-être même plus connaissance. Et malheureusement, là, la mémoire de travail, elle fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas l'info. Oui. Alors, autant on a oublié dans quel ordre est-ce que je dois remonter les bouteilles d'eau ou aller chercher le colis, mais par contre, que hier, tu aies refusé de discuter avec moi à 23h, ça, je ne vais malheureusement pas l'oublier. Donc, ça touche l'émotionnel, ça touche l'impulsivité. Malheureusement, ça touche la durée de vie du couple. Il y a un pourcentage beaucoup plus important de séparation quand il y a un des membres du couple qui a un TDAH.
Mais il y a aussi énormément de détresse émotionnelle, autant de la part de la personne qui a un TDAH diagnostiqué ou pas, que de la personne qui vit au quotidien. Suivant l'intensité des symptômes, bah, ça fait une personne qui doit parfois gérer le double en termes de charge mentale parce que l'autre est parti dans un hyper-focus sur un projet pro, par exemple. Un projet pro, sur la société, on a beaucoup développé les projets pro, la réalisation professionnelle. Ça c'est un truc qui revient beaucoup dans les couples que j'accompagne. C'est il ou elle est devenu entrepreneur et il ne pense qu'à ça. Il n'y a plus de vie de famille, il n'y a plus de vie de couple, il n'y a plus rien. Et donc, moi, je me sens complètement démunie. Qu'est-ce que je peux faire? Et l'autre ne se rend pas compte, en fait, qu'il y a cet hyper-focus qui est là depuis pas seulement quelques mois, hein, mais... Et mon compagnon, par exemple, me dit souvent, mais là, tu me dis que tu arrêtes cette activité-là, mais je sais qu'après, il y en a avoir une autre, puis encore une autre, puis en fait, ça ne s'arrête jamais. Ouais. Et ouais, c'est ça. Et ça fait partie d'une des autres choses qui est assez connue dans le TDAH, c'est ce côté hyper-focus. C'est que d'un seul coup, c'est pour ça que ce n'est pas un déficit de l'attention, c'est que c'est un trouble de la régulation de l'attention, entre autres, mais c'est que d'un seul coup, notre focus, un peu comme un projecteur de lumière, va se projeter. Et par exemple, au début d'une relation, le focus va être sur l'autre. Et donc, l'autre va devenir notre priorité numéro 1. On va rayonner dans cette lumière. On va le faire rayonner, on va s'intéresser à cette personne, on va chercher à la comprendre. Ça devient notre lubie du moment. Et puis, à un moment donné, on aura compris. Et puis, en fait, c'est comme ce projecteur, à un moment donné, il bouge et il va s'intéresser. Tiens, ça m'intéresse en ce moment, les puzzles. Et puis, la personne va s'intéresser à fond sur les puzzles et du coup, va se désintéresser de sa famille, de son cocon ou de l'autre partenaire. Et l'autre partenaire, s'il ne comprend pas ce qu'est l'hyperfocus, s'il ne le fait pas réaliser à la personne qui a un TDAH, ça peut faire déclencher un sentiment de rejet, de désamour, mais en fait, mais c'est pas parce que le focus n'est pas sur l'autre que l'émotion et l'amour n'est pas sur l'autre, en fait. C'est qu'il y a une attention qui a happé toute la personne. Et donc, avec un TDAH, ce qui est difficile, je vous disais, c'est d'initier la tâche et de l'inhiber et de l'arrêter. Donc, quand ça nous happe, après, on n'arrive plus à en sortir. Et ça fait qu'on peut ne plus arriver à aller aux toilettes, à répondre à nos besoins physiologiques, parce qu'on est tellement à fond sur ce projet. Ça donne tellement de satisfaction, alors que du coup, dans le quotidien, cette satisfaction, elle est difficilement accessible, que du coup, on va délaisser la famille, le conjoint, qu'on va rester plus tard pour travailler parce que c'est tellement passionnant, et le couple en pâtit. Et si l'autre n'a pas compris l'hyperfocus et n'a pas compris les petites stratégies pour sortir de l'hyperfocus, parce qu'on peut en sortir, mais c'est des techniques, c'est des astuces, soit qu'on fait soi-même, qu'on apprend, et c'est ce que je travaille dans les coachings, soit on travaille du coup avec l'autre partenaire, avec de la psychoéducation, en expliquant voilà ce que c'est que l'hyperfocus, voilà ce qui peut le déclencher, voilà comment le stopper ou lui mettre une pause. Et on n'est plus en fait à lutter contre, on est à accueillir avec des stratégies pour mieux vivre avec. Et c'est plus une histoire de manque de sentiments ou autre. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est un peu pénible au quotidien dans le couple, c'est l'hyper-contrôle aussi. La personne, on a l'impression qu'il faut que ce soit fait comme ça, le ménage, c'est comme ça, la vie de famille, c'est comme ça. Et l'autre est complètement démuni. Oui, mais où est ma possibilité de dire quelque chose quand même dans cette façon d'être? Suivant comment la personne, elle a compensé ses symptômes. Et là, encore une fois, on n'a pas parlé si c'est avec un diagnostic ou sans diagnostic. Mais sans diagnostic, en fait, il y a deux choses qui vont aider une personne à réguler ses symptômes. C'est l'anxiété. En fait, ça paraît très bizarre, mais le fait d'être anxieux permet de développer en fait des stratégies d'anticipation pour mieux s'organiser, mieux planifier. Donc parfois, on essaye de canaliser l'anxiété, et en canalisant l'anxiété, on désamorce toutes les stratégies qui compensaient le TDAH. Alors voilà, j'en parle parce qu'il y a beaucoup de comorbidités avec le TDAH. Il y a des copains qui viennent avec le TDAH, il ne vient pas tout seul. Et notamment, le trouble anxieux en fait partie. Et donc, quand on travaille les stratégies avec le TDAH, si on essaye de désamorcer l'anxiété, en fait, on risque d'avoir une exacerbation des symptômes du TDAH. Mais donc, pour en revenir à, tu vois, la mémoire de travail, j'ai fait le tour du bocal. Tu me disais quoi? On parlait de l'hypercontrôle. L'hypercontrôle. Donc, il y a du coup certaines personnes... Est-ce que vous suivez nous? Vous êtes avec nous? Il faut nous aider. Hein.
Donc, il y a des personnes qui vont développer un hyper-contrôle et c'est une manière de compenser les difficultés cognitives et c'est une manière de compenser aussi la flexibilité cognitive, c'est-à-dire la difficulté à passer d'une tâche à l'autre de manière fluide, à composer avec la nouveauté. C'est très, très, très coûteux au niveau des fonctions exécutives, qui est la zone dans le cortex préfrontal à vérifier. Mais c'est une zone qui est profondément impactée dans les symptômes du TDAH. Donc, on va déclencher pour certaines personnes un hyper-contrôle de comment on fait le ménage, comment on fait ci, comment on range les choses. Et du coup, les autres, il faut qu'ils s'y plient. Mais ça fait, dans un bon sens du terme, ça fait que dans ce genre de foyer, les symptômes sont bien gérés parce qu'il y a une routine, il y a un cadre rigide, certes, mais qui est rassurant et qui fait qu'il n'y a pas de désorganisation, de problème de planification ou autre. Le problème, c'est quand l'autre, il le vit mal, ce cadre, parce que il n'a pas son espace pour dire comment il préfère faire les choses. Donc, il y a cet hyper-contrôle. Et inversement, dans d'autres foyers, il va y avoir des personnes qui n'ont pas développé ces stratégies d'hyper-contrôle. Et dans ces cas-là, ça peut être la charge mentale qui est portée par l'autre. Et c'est là où on voit que certaines personnes ont des symptômes du TDAH, mais n'ont pas le diagnostic. C'est que, personnellement, si je n'ai pas à gérer mon ménage, si je n'ai pas à gérer mon administratif, j'ai pas de raison de procrastiner sur le ménage et l'administratif. Donc, je n'ai pas de souffrance du symptôme. Et ça, on le retrouve sur certaines personnalités. Paris Hilton, qui a été diagnostiquée avec un TDAH, et elle explique qu'elle n'a pas de souffrance parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui gère son ménage, il y a quelqu'un qui gère son administratif, qui gère la charge mentale. Donc, j'ai dû gérer sa fille quand elle est née. Enfin, voilà. Oui, ça a commencé par son fils d'ailleurs. Okay. D'abord, elle a eu un garçon. Mais c'est pour dire que si vous n'avez pas jusqu'ici eu à gérer certaines de ces tâches du quotidien, alors peut-être que vous n'avez pas conscience que ça pourrait être une souffrance si vous deviez le faire. Et c'est pour ça que ça se déclenche parfois en tant que jeune adulte, parce que ado, enfant, c'était pas à vous de le gérer. Ou parfois, ça se déclenche quand vous vous séparez de votre conjoint, parce que l'autre conjoint qui peut-être n'a pas de TDAH et est neurotypique, du coup, a géré pendant X années l'administratif, les enfants, le machin, le truc, saturation, charge mentale qui explose et qui a dit maintenant c'est fini, je gère plus. Et on se retrouve en garde alternée à gérer les enfants et à se dire ah mince, il y a ça et ça et ça, et waouh, c'est beaucoup plus, j'y arrive pas, je suis dépassée. Ça peut se passer comme ça peut se passer à l'inverse. J'accompagne pas mal de personnes, malheureusement, qui se sont séparées à cause du TDAH qui prenait trop de place. Et là, inversement, le fait d'être dans une monoparentalité, je sais pas si on le dit comme ça, la personne qui a un TDAH va être enfin... Je souffle. Ça y est, parce que en fait, cognitivement, c'était tellement à gérer. Il y avait un autre individu dans la maison à gérer et juste la présence de cet individu était une surcharge. Même si la personne, il n'y avait pas à la gérer techniquement. Comme je vous disais, on ne peut pas filtrer les infos. Donc, juste le fait d'avoir quelqu'un dans la même pièce, c'est l'attention qui va dessus, en fait. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. En tous les cas, il y a le avant et le après le diagnostic. Et il se peut que dans votre vie de couple, vous découvriez aussi que votre partenaire, il a un diagnostic et du jour au lendemain, le TDAH se présente à la maison, toc toc, bonjour. Qu'est-ce qu'on fait et il y a le mot TDAH qui sort à tout bout de champ dans la bouche de cette personne. Donc est-ce qu'on en parle un petit peu de ce qui se passe une fois qu'il y a le diagnostic ou est-ce qu'on en parle plus tard? Je voulais juste rebondir juste avant, tu sais, on a parlé de ce fameux système entre deux conjoints, là, le contrôle, etc. C'est le système parent-enfant. Et moi, je le revois aussi en sexothérapie. On va en parler dans une prochaine émission sur l'intimité, enfin un petit spoiler, un petit teaser. C'est impactant parce qu'on ne peut pas désirer ce parent, cet enfant qui est dévalorisé ou qui a toutes les cartes, qui pense avoir toutes les cartes, qui ne les a pas, mais qui a un système différent. En tout cas. Ouais. Alors, quand tu dis on ne peut pas désirer ce parent ou cet enfant, je pense que tu voulais dire on ne peut pas désirer une personne qu'on a parentalisée ou qu'on a infantilisée. Mais ils ont l'habitude de toi, je crois, donc ça va. Moi, je n'ai pas l'habitude. Donc oui, en fait, c'est que quand l'un des membres du couple, qu'il ait un TDAH ou pas, mais qui a une personne qui présente les symptômes et une autre personne qui ne les présente pas, c'est que celui qui a déclenché la posture et le rôle de tout gérer
bah, c'est un peu comme la posture du parent. C'est lui qui pose les règles, c'est lui qui dit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et l'autre, bah, s'il tombe dans ce jeu psychologique de victime, bourreau, sauveur, bah, en fait, tu n'as pas le choix. C'est que si l'autre, il se présente à toi comme étant celui qui pose les règles, bah, soit tu te soumets à la règle et tu t'infantilises quelque part, soit tu te braques contre la règle, c'est toi qui te transformes en bourreau. Soit entre les deux, bah, tu te positionnes en tant que sauveur. Donc, tu peux pas désirer quelqu'un, enfin, tu peux potentiellement moins désirer quelqu'un que tu as infantilisé, en fait. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Ça peut impacter, pas tout le monde, bien entendu, Ouais. mais ça peut impacter le désir, ça peut impacter voilà, la notion de sexualité, parce que comment est-ce qu'on passe de t'as fait les courses, t'as pensé à ça, ah, t'as encore oublié ça, je te désire, en fait. Et donc ça peut impacter malheureusement si on est coincé dans ces rôles. Si par contre on arrive à switcher et passer du rôle de là on a fait de la logistique à switcher à là on passe à une autre étape de notre couple, et ça on apprend à le travailler avec les stratégies justement, de switcher d'un rôle à l'autre pour remettre du désir. OK. Ce qu'on voit dans les post-diagnostics, c'est, ce double sentiment de soulagement et de colère chez la personne qui a été diagnostiquée, Mmh. tardivement, et aussi chez l'autre membre du couple Ouais. qui soudain a des éclairages, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Donc là, prenons la situation où vous êtes en couple, adulte, avec ou sans enfant, et puis, bah, voilà, l'un des 2 se retrouve avec ce diagnostic. Souvent, ça arrive à l'arrivée de l'enfant, si c'est chez la femme, parce que Ouais. le TDAH est aussi relié aux Hormones. neurotransmetteurs et aux hormones, et en fait, les œstrogènes ont une influence sur la fabrication de la dopamine. Mmh. Donc la femme, déclenchement des règles, syndrome prémenstruel et accouchement, il y a une baisse de la fabrication des œstrogènes, et ça va venir impacter sur la dopamine, et donc ça va Et venir préménopause, ménopause. périménopause, pardon. Ouais. Aussi, là, Voilà. Et c'est là où il y a du coup une recrudescence de diagnostics chez la femme, et notamment énormément les premiers enfants qui arrivent et autour de la périménopause. Ça y est, j'ai fait le tour du bocal. donc plus de syndrome post-partum, plus de dépression, Voilà, et pour en revenir et au ça revient à la diagnostic. colère et Ouais. le soulagement. Et le diagnostic, vous voyez, c'est redoutable comment la mémoire de travail, elle prévient pas, et paf, on a l'air très intelligent et d'un seul coup, on a l'air bête. Ça joue du coup énormément sur l'estime de soi. Ouais, bien sûr. Donc, Ouais. quand un des 2 membres, voilà, découvre le diagnostic, en fait, des fois, on a l'impression que c'est une ligne d'arrivée. Bon, ça y est, enfin je sais ce que j'ai, enfin je sais ce que mon partenaire a, mais en fait, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est un point de départ. C'est un point de départ et c'est un deuil à faire, et les 2 membres du couple vont devoir faire un deuil qui est différent. Celui qui a le diagnostic va devoir faire le deuil de: «Je ne serai jamais la personne que je pensais pouvoir être», dans le sens neurotypique, en fait. Et parfois, on a passé notre vie à essayer de rentrer dans ce moule, à faire du masking, à faire de la suraccommodation, à mettre en place des stratégies, sauf que la réalité, c'est que tu es myope depuis ta naissance, donc arrête de vouloir ne pas porter de lunettes. Tu es myope. Tu es gaucher, arrête d'essayer d'être un droitier contrarié, tu te fais plus de mal qu'autre chose. Donc ce côté, je veux pas rentrer dans une case, oui, c'est un point de départ. Après, voilà, tu es myope et tu as pas envie de porter de lunettes, c'est OK, c'est ton choix, tu le fais de manière assumée. Mais donc, il y a le deuil de faire le deuil de ce que j'étais. De l'autre côté, mais il y a la personne qui doit faire le deuil de potentiellement rentrer dans une dynamique où qui dit diagnostic, dit psychothérapie, dit potentiellement médication. Mettre en place une médication, c'est tous les 28 jours aller chez le médecin, l'ordonnance sécurisée, prendre un médicament qui est connoté, parce que c'est des dérivés d'amphétamine. Donc, du coup, de quoi j'ai l'air, de quoi mon partenaire a l'air. Donc, il y a à faire le deuil de ça. Il y a, suivant l'intensité des symptômes, le TDAH est considéré comme un handicap. Donc, comment est-ce que moi, partenaire neurotypique, je vis le fait que mon partenaire ou ma partenaire présente un handicap? Dans un sens où il n'y a pas de surprise, les symptômes ne sont pas nouveaux, on les vit au quotidien, mais le statut que ça change, ça peut impacter toutes ces choses-là. Après, quand je dis ça, attention, je peux choquer dans le sens du jour au lendemain, ton compagnon est handicapé. Tout est une histoire de mots, tout est une histoire de perception et de rôle, mais ça fait partie, voilà, des questions à se poser. Donc il y a ce deuil-là.
Et puis, il y a aussi, en fait, le deuil quand, de tout ce que la personne, on va devoir prendre en considération son fonctionnement. Donc il y a faire le deuil de peut-être il y a des choses qu'on pourra jamais faire parce que ça va pas s'arrêter, en fait. Des fois, on a cette illusion de se dire: «Bon, voilà, là, c'est un peu difficile parce que, il y a les enfants. Tiens, c'est un petit peu difficile parce qu'en ce moment, il y a plus de travail, donc les symptômes sont plus forts» et on a l'espoir que ça va s'arrêter, que ça va se calmer. Mais non, en fait, c'est quelque chose qui est malheureusement toute la vie, qui est fluctuant. Faudra faire avec, faudra mettre en Voilà. place des stratégies plus tard, oui. Donc il y a de la colère, il y a de la frustration, mais il y a aussi du soulagement parce qu'on se dit: «OK, je suis pas folle, je suis pas fou. Moi qui ai vécu avec un partenaire, qui était comme ça, je suis pas fou quand je voyais qu'il y avait telle et telle chose qui fonctionnait pas» et inversement, celui qui a le diagnostic, se dire: enfin j'ai des mots pour expliquer tout ce que je ressens et ça existe et c'est pas» parce que c'est un handicap qui est invisible. Donc il y a une sorte de reconnaissance. Mais la reconnaissance, c'est pas une excuse. C'est pas: «Ah, j'ai un TDAH, donc je peux pas vider le lave-vaisselle», tu comprends? Parce que mon niveau de frustration là, c'est pas possible. Ouais, ça, vous m'en parlez très, très souvent. Alors, en thérapie de couple, tout ce qui est autour de l'excuse, parce que ça va un peu dans les 2 sens. C'est la personne qui n'a pas le TDAH qui dit: «Oui, mais de toute façon, c'est à cause de ton TDAH», donc tout est expliqué comme ça et après ça devient très réducteur et puis l'autre qui dit: «Ah non, mais tu comprends, moi je peux pas, j'ai un TDAH et ceci et cela» et non, enfin l'idée c'est de bien vivre, d'être dans Ouais, le mieux vivre d'être ensemble. dans l'échange. Du coup, c'est d'avoir le droit de passer par ces 2 deuils qui sont vécus très différemment et puis il y a aussi, ça y est, j'avais mon idée mais je l'ai perdue. Il y a aussi cette particularité, en fait, c'est que si vous apprenez que votre partenaire a un TDAH, c'est important, en fait, de respecter moi, j'ai vécu des choses où mon partenaire balançait, en pleine conversation familiale: «Ah, au fait, oui, Jenny avec son TDAH, puis en plus, elle prend des amphétamines». Non, mais alors déjà, c'est pas des amphétamines, c'est un dérivé d'amphétamine et puis, en fait, j'avais pas envie de le dire spécialement. Donc c'est de jusqu'où, en fait, le partenaire est au courant, et jusqu'où, en fait, est la limite de la confidentialité de ce trouble. Potentiellement, ça peut être, voilà, il y a ce diagnostic, mais vous n'en parlerez peut-être il y en a même qui n'en parlent pas, ou pas tout de suite à leur famille. Il y en a qui ne le disent pas à leur travail. Donc ça vient soulever tellement de choses que c'est important de mettre de la communication, de respecter le secret médical, de pas, et puis aussi d'accueillir qu'il y a ce qui est écrit dans les livres et puis il y a l'unicité de cette personne, et que bien que ce soit quelque chose qu'on porte en nous toute notre vie, ça veut pas dire qu'on doit mal le vivre toute notre vie. On peut bien vivre avec un TDAH, avec ou sans médication. On peut mettre en place plein de stratégies. On peut être en couple pendant très longtemps, on peut avoir des enfants, mais tout est une question la particularité, c'est qu'on doit faire des choses en conscience, réfléchir à des stratégies en conscience, alors que pour un neurotypique, c'est un logiciel qui est installé de naissance et nous, on doit activer tout le temps des processus, des stratégies pour fonctionner, et c'est ça qui est épuisant. Hem Bon, bah, c'est pas mal, ouais, on est pas mal, hein. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut conclure là dans cette première émission? Parce que vous allez avoir une 2e émission sur, l'intimité, le TDAH et l'intimité, sur le désir, la sexualité, la connexion. On peut dire déjà que c'est pas une ligne, de départ d'arrivée, de départ, enfin bref, c'est un commencement, un renouvellement, hein, tout ça en fait. Tous ces diagnostics, toute cette capacité à évoluer, déjà soi et puis ensemble quand on est en couple. Peut-être un des peut-être astuces, parce que je sais que vous êtes beaucoup dans, à revenir dans le passé, à vous dire: «Ah oui, mais en fait, si on avait su qu'il y avait un TDAH, en fait, je comprends mieux pourquoi tu as réagi comme ça». On ne peut pas refaire le passé. Vous avez compris, on ne peut pas revenir, on ne peut pas avoir de la nostalgie sur cette hyper lune de miel, on pèle à plat. Mais on peut maintenant, au regard de ce diagnostic, se dire: «OK, maintenant comment on va faire ensemble?» et de mettre à profit ce diagnostic, cette expertise sur le quotidien, pour améliorer votre quotidien, en fait, tout simplement. L'idée, c'est comme c'est de le voir en équipe, en fait. Il y a celui qui porte ça à l'intérieur de lui et qui va potentiellement se lancer dans un hyper focus pour tout savoir sur le TDAH. Mais il y a la réalité que peut-être l'autre, ça va pas l'intéresser. Et puis il y a la réalité de comment utiliser les mots pour traduire ce qui se passe. Donc la meilleure astuce que je peux donner, c'est des espaces pour communiquer et des espaces pour apprendre à traduire avec nos propres mots ce qu'on vit pour l'expliquer à l'autre et que l'autre ne le voit pas comme une excuse, mais comme,
une compréhension de comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser ça et quand même avancer ensemble. Mais tout comme, voilà, comme je le disais, à partir de maintenant, comme je suis myope, je vais mettre des lunettes. Donc, c'est pas bon, c'est fini, on pourra plus jamais faire de plongée, on pourra plus jamais faire de moto. C'est comment on va adapter les choses. En plongée, on va peut-être acheter un masque spécial. En moto, on va peut-être prendre un système de lentilles. Donc, c'est mettre en place des stratégies ensemble de manière à ce que ça ne soit pas une excuse. Et puis, l'autre aspect, c'est de pas voir, parce qu'on parle de handicap, on parle de difficultés, mais la particularité d'une personnalité avec un TDAH, en fait, c'est quelqu'un qui est curieux, qui pense think outside the box, donc qui pense pas comme les autres, donc qui va, moi j'aime bien utiliser cette expression quand mon chéri il me dit que non mais là ça devient tellement compliqué ton truc tout simple, je dis non mais c'est grâce à moi qu'on sublime le quotidien, c'est comment tu sublimes un petit détail. Et du coup, voilà, c'est des personnes qui vont être plus vives, qui vont être plus drôles, qui vont peut-être être plus décalées, mais on s'amuse plus. Donc voilà. Et puis au niveau de la sexualité aussi. Donc voilà, c'est pas que un handicap, c'est aussi des aspects un peu lumière. À compter du moment où on le comprend et on lui laisse l'espace et on l'utilise. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. Et c'est pas parce que vous procrastinez que vous avez un TDAH, mais pour autant, si vous vous rendez compte que vous oubliez des objets, que vous procrastinez, que vous vous sentez impulsif, que vous avez tendance à pas pouvoir rester en place, que vous avez de la difficulté à finir ce que vous avez commencé, à une intensité qui est une souffrance. Et quelques petits marqueurs là. Voilà, je donne souvent cette métaphore que tout le monde va aux toilettes un certain nombre de fois par jour, mais quand c'est toutes les 10 minutes, ça devient un problème. Là, c'est un petit peu pareil. On a tous de la procrastination, de la difficulté à faire les choses, mais quand ça devient trop intense, voyez peut-être pour avoir des réponses, même si vous n'en faites rien derrière, ça reste des réponses. Donc voilà ce que je pouvais partager. Bon, très bien. On va clôturer ce premier chapitre avec vous. Et puis, on vous retrouve sur une prochaine émission. On va te retrouver, Jenny. Où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que la régie peut nous faire un petit peu la pub, la promo de notre invitée, Jenny Dimler? Là, on a donné... Alors, on vous met un petit QR code. C'est quoi ce QR code, Jenny? Tu te rappelles? Alors, ce QR code vous envoie sur mon site internet Archithérapie et directement sur la page autour du coaching TDAH, parce qu'en digne TDAH, je fais 1000 choses différentes, formatrice, coach, hypnothérapeute. Donc, j'ai ma spécialité autour du TDAH sur le QR code. Et puis, si vous voulez voir de manière générale ce que je propose dans les accompagnements et les formations, c'est vous tapez Archithérapie sur Google, sans accent, en un seul mot. Et là, vous verrez un petit peu tout ce que je peux proposer, qui se passe du coup soit en présentiel ici, mais je travaille aussi beaucoup en visio, parce qu'avec cette spécialité autour du TDAH, c'est toute la francophonie. Voilà, la Belgique, la Suisse, même au Canada. Enfin, je rencontre plein de chouettes personnes. Et puis toi, on te retrouve où? Et moi, donc, vous me retrouvez où? Donc, je suis aussi en visio et au cabinet à Annecy. Donc, c'est mon site, c'est Aurore. Ils vont le mettre, la régie va le mettre. Voilà. Il y a mon Insta aussi, Aurore Sexologue. Vous me retrouvez sur YouTube, Aurore Polier. Vous me retrouvez, oui, mon site. J'ai un agenda en ligne, créneau libre. Donc, voilà, vous me retrouvez assez facilement. N'hésitez pas. Et puis, si vous voulez encore nous poser des questions par rapport notamment à ce thème, n'hésitez pas. Vous avez également, sur notamment YouTube, vous avez, comment ça s'appelle, le chat, voilà, même si on n'est plus en live, et on ne sera pas en live de toute façon, c'est enregistré. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Twitch, Insta, oui, vous avez en bas Aurore Polier-sexothérapeute-annecy.com. C'est quoi tes actualités? Mes actualités. En ce moment, je suis en train de repenser à refaire mon pack libido. Mon pack libido que j'aime bien, mais qui a plus de 4 ans. Et voilà. Je reviens d'une petite tournée en EHPAD où j'ai délivré une formation auprès des soignants, soignantes, sur la question de la sexualité des seniors. Et je vais repartir prochainement. J'attends des nouvelles dates, mais ce serait sous peu. Ça m'a permis de rencontrer un autre type de public, c'est clair. Dans les actualités, il y a toujours les apéros sexo une fois par mois à Annecy, en présentiel. Les cercles de femmes vont revenir certainement en mai-juin. Je n'ai encore pas tout à fait la date. Et puis, le club de l'intelligence sensible, où il y a des inscrits. On travaille en ce moment beaucoup sur la colère, la gestion des émotions. Et on va attaquer, là, dans 15 jours,
tout ce qui est les blessures, les 5 blessures de l'âme. Voilà. Bref, plein de choses, quoi. Trop chouette. Trop de choses aussi. Et les constellations couple, individuelles, aussi en EMDR, hypnose, j'étais formée par Jenny, et aussi en EFT, vous savez, on tapote sur les points méridiens, c'est super intéressant pour libérer émotionnellement quand on a un blocage, un trauma. Voilà. Ok. Euh, Et moi, mes actualités, Oui, tes actualités. donc j'ai le coaching TDAH, donc ça, il me reste toujours des créneaux de libre. J'ai pas beaucoup de place, mais on trouve toujours un espace. Je suis plutôt orientée sur les adultes et surtout voilà les personnes qui découvrent à l'âge adulte ce diagnostic. Donc il me reste toujours de la place. Ça peut être en présentiel à Saint-Pierre-en-Faucigny. Je vous ai pas dit où j'étais, donc c'est entre Annecy et Genève. J'ai aussi un cabinet à Genève en présentiel et je fais du coup beaucoup de visio également. Et en parallèle, du coup, je continue à transmettre tout ce qui m'aide en tant que personne avec un TDAH, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique pour apprendre notre mode d'emploi, le coaching pour apprendre à poser des questions au lieu d'être impulsif et à dire des bêtises, et l'hypnose, donc qui sont mes 3 disciplines phares que j'enseigne dans différents instituts. Donc voilà, je fais pas spécialement de promotion sur les formations que je donne, vous pourrez les trouver sur mon site. Mais par contre, un appel à projet. Un appel à projet. J'ai ce projet d'écrire un livre autour du TDAH. J'en dis pas plus, je fais pas de pitch pour pas me faire piquer l'idée. Mais voilà, il y a ce projet d'écriture de livres de manière extrêmement ludique pour comprendre le TDAH. Et ayant moi-même un TDAH, j'ai un petit peu de procrastination là-dessus parce que je sens que j'ai besoin de faire du body doubling, donc de bosser avec quelqu'un. Donc, si vous avez ce projet, des connaissances autour de l'écriture de livres et que vous seriez OK qu'on collabore ensemble d'une manière ou d'une autre, c'est un appel à la collaboration. Donc voilà, je me réjouis de connecter. Super. Merci Jenny. À bientôt pour la prochaine émission. Merci à toi. À bientôt. Bye. Prenez soin de vous.